Le séjour moyen en EHPAD est de 18 mois. C'est cher et c'est régi par des gens qui sont des gestionnaires dans le fond. Il y en a des très bien, mais qui ont des contraintes logistiques et économiques. Et où est-ce qu'on fait des économies? Sur la masse salariale et sur la nourriture et les matériels, comme les couches, les médicaments. Enfin. Donc on voit bien où est-ce qu'on peut gratter, et ça se fait au détriment des personnes âgées, qui n'ont pas de tribune pour se plaindre. Donc il y a eu ce scandale, et qui ont montré que la barbarie que ça pouvait représenter dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, dans une civilisation et une culture aussi évoluée, avancée que la nôtre. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, ça a été la mort en masse, justement, à cause de cette épidémie qui a été probablement très exagérée, mais de toute façon, dont les personnes les plus fragiles, donc les personnes les plus âgées, mais aussi ceux qui avaient une pathologie, du vieillissement, mais aussi une pathologie d'accompagnement, comme le diabète, l'obésité, puis des immunodéprimés d'une manière ou d'une autre. Les personnes âgées, en effet, ont une immunité réduite, qui se réduit de plus en plus, mais il y a aussi des pathologies avec une diminution des possibilités de défense immunitaire. Ces deux réflexions, ces deux événements, on appelle un troisième. Comparé aux soins, au système de soins, avec très souvent l'entrée dans le système de soins par l'urgence, parce que notre système français, il est fait par et pour l'urgence. Les gens sont amenés dans le système soit par les urgences, soit par le SAMU. Ces urgences, donc, sont en nombre, ces lits d'urgence et de soins intensifs sont en nombre limité, en tout cas calibré, pour des raisons d'économie d'ailleurs. Lorsqu'il y a eu une sollicitation par l'épidémie, où un très grand nombre de gens devaient aller en réanimation en soins intensifs, il y avait une inadéquation entre ces besoins brusquement révélés et les moyens qu'on mettait à disposition. Alors qu'est-ce qui s'est passé en sous-main? Je peux le dire, c'est que quand on a fait le calcul, comme en médecine de guerre, on a fait un triage en disant mais là non, vous êtes trop vieux, ou ils sont trop vieux, parce qu'on n'en a pas discuté avec les gens, bien entendu, pour venir dans les soins intensifs ou en réanimation, vous prendriez la place de quelqu'un, ou votre malade prendrait la place de quelqu'un. Ils sont trop vieux, puis de toute façon leur avenir, qu'ils y aillent ou qu'ils n'y aillent pas, à bref échéance, il va mourir. Donc on ne les envoie pas en réanimation. Pire encore, on fait comme s'ils étaient dans les derniers jours de leur vie, c'est-à-dire à l'agonie. Et Dieu sait que on a discuté, il y a eu la loi Leonetti, mais on a été bien toujours, chaque mandature, chaque fois qu'il y a un personnel nouveau qui arrive aux affaires, à chaque fois, c'est la première chose qu'on discute. C'est plus ou moins l'euthanasie, c'est pas dit comme ça exactement, comme ça se passe en Belgique, en Suisse. Elle dit qu'est-ce qu'on fait des très vieux, qui ne sont plus productifs, qui n'apportent rien, qui dans notre système d'échange, de production, de consommation, paraissent comme, comment dirais-je, surnuméraires, comme des vampires en quelque sorte, dont il vaut mieux se débarrasser pour leur bien et pour le bien de la société. Donc, j'ai fait cette petite inférence pour dire qu'il s'est dit, je ne suis pas sûr qu'il y a eu des décrets, qu'il y a eu des choses écrites, que ces vieux, quand ils avaient le Covid, il valait mieux les faire dormir, un sommeil
long qui débouche sur l'éternité, si j'ose dire, de les faire mourir, en d'autres termes. Ça s'appelle une sédation, lourde, longue. En somme, on a euthanasié des gens, et je ne sais pas qui a posé l'indication, mais je sais qu'on s'est servi du Rivotril. Il n'y a pas eu de commission pour le décider. Et ça s'est passé sous nos yeux, pas exactement sous nos yeux, en secret. Donc ça remet en question tout le système. Ça remet en question le personnel qui doit évoluer autour des gens vieillissants. Et non seulement vieillissants, mais qui perdent leurs moyens, enfin, qui ne sont plus autonomes. Ce n'est pas un personnel de rencontre qu'il faut mettre. C'est au contraire des grands spécialistes. Or, c'est le contraire. Au contact de la grande exclusion, il faut des grands professionnels. Ils sont formés nulle part. C'est du personnel de rencontre. Il y a les aidants implicites. Bon, mais c'est la famille. Et comme les familles, les proches, comme les gens mettent souvent beaucoup de temps à s'aggraver avant de mourir, les aidants implicites, obligatoires, sont épuisés, fatigués. Et très souvent, ils n'arrivent même pas à faire cette traversée. Puis il y a les aidants explicites. Alors il y a des tas de boîtes, des tas de systèmes, des tas d'institutions. Mais comme on ne veut pas dépenser d'argent, c'est souvent des gens de rencontre. Or, il faut tenir compte, si on veut vraiment faire le travail humain, que les gens sont hors du temps, que les gens ont besoin, ces gens-là, ces personnes, ont besoin d'un entourage affectif, de cette tribune affective. Il n'y a pas de procédure, hein. C'est avec le cœur qu'on parle, mais avec un savoir-faire. Et ensuite, il faut savoir que c'est vrai, contrairement aux soignants qu'on forme, aux infirmières, aux aides-soignantes, qui espèrent tous la réparation, la guérison, que les gens vont aller mieux. Ils ont été formés pour ça. Et là, ils vont être au contact de gens qui ne vont pas aller mieux, qui vont s'aggraver et qui vont mourir. Donc on voit très bien que ce n'est pas la même formation. On voit très bien la frustration. On voit très bien que la sollicitation permanente des gens qui sont isolés, qui sont perdus, qui sont vieillissants, qui perdent leurs moyens, leurs repères, ils vont demander de plus en plus à ce qu'on s'occupe d'eux. Et donc il va y avoir une sollicitation. Moi je pense que la solution, c'est d'aider les personnes qui ont à domicile, des personnes âgées comme ça, vieillissantes, les aider à faire face à ce phénomène obligatoire, les accompagner les personnes vieillissantes, accompagner les aidants affectifs qui sont dans le devoir de les aider. Mais qui mieux que les proches, ces aidants qu'on appelle les aidants implicites, qui mieux qu'eux peut donner cette part affective, de rassurer, d'accompagner, de stimuler. Donc du personnel doit venir à domicile, accompagner, aider les familles pour cette phase de la vie obligatoire qui n'est pas l'exception, c'est pas comme une maladie, c'est obligatoire. On va vieillir. À les aider comme du temps des sociétés traditionnelles, mourir à domicile, dans un cadre reconnu, connu, bienveillant, bénin. Et donc former ces accompagnants pour qu'ils restent à domicile. Le lit de naissance devrait être, si on ne change pas de maison,
comme dans le lit, comme dans les sociétés traditionnelles, le lit de naissance peut être le lit de mort également. Toute la vie s'étant déroulée, en ayant eu la famille, on a fait son travail, son labeur, de mourir dignement dans un endroit qu'on a connu, peut-être celui de son enfance, en tout cas celui où on a été avec sa famille, où on est les fameux, et je mets des guillemets, jours heureux, mais jours d'épreuve aussi, mais de jours de peine, mais des jours quotidiens, si j'ose dire, répétitifs, mais où on a été aimé, où on a aimé, on a le droit de mourir dans ce cadre-là. Mourir à domicile, c'est une exigence qu'il faut revendiquer, en formant des gens, en ayant un autre point de vue. La mort n'est pas horrible. La mort, quand vient le temps, à l'hiver de la vie, quand il faut partir, c'est le statut biologique de tous les êtres sur la Terre, de tous les hommes, toutes les femmes, de considérer que c'est un phénomène, quand on est au bout de sa vie, un phénomène naturel de partir, et donc de savoir accompagner dans un entourage bienveillant et aimant. Il faut se battre pour mourir à domicile. Et en tout cas, dans un endroit reconnu, accepté, bénin.